À ce niveau de la vidéo, on quittera les États-Unis, l'Angleterre, les Antilles, tout ce beau monde pour enfin parler du panafricanisme en Afrique. On l'a vu tout à l'heure, le panafricanisme tel qu'on le connaît est né hors de l'Afrique à des époques de grandes souffrances noires. Par la suite, du fait de nombreuses conditions matérielles, les Africains étaient trop occupés à autre chose. Mais bien que le panafricanisme ne fût pas d'origine africaine, il n'en demeure pas moins que la diaspora, les enfants du pays s'étant formés avec l'arme du blanc pour gagner sans avoir raison, comme le disait la Grande Royale, ainsi que les événements de l'autre côté de l'eau aient énormément participé au nationalisme puis au panafricanisme africain. Au sortir de la guerre, les Africains mobilisés en Europe reviennent changer. L'homme blanc, toujours propre, altier, presque perché sur son arrogance, est vulnérable, faillible. Pire, il peut être aussi poltron que n'importe quel être humain. Beaucoup plus loin, en Russie, des individus montrent que le système capitaliste est synonyme d'exploitation et il est loin d'être le meilleur et le seul. C'est alors que les intellectuels africains amplifie les luttes indépendantistes, mais une question se pose et perdurera comme un énorme chiasme dans la lutte d'émancipation. Garde-t-on les frontières coloniales telles que tracées par l'homme blanc ou luttons-nous en bloc? Quoi qu'il en soit, en 1920, le Congrès national de l'Afrique de l'Ouest britannique, NCBWA, est créé et tente d'apporter des réponses à ces questions. S'appuyant sur des institutions coloniales établies par les Britanniques, ces animateurs tentent cependant de les dépasser en initiant un regroupement international à l'échelle ouest-africaine. C'est en ce sens que le NCBWA constitue l'une des premières expériences politiques de construction panafricaine. Chemin faisant, le NBWA s'accroît et tient ses premières conférences, pendant lesquelles elle initie, invite délégués africains venus de territoires séparés pour débattre ensemble de leurs problèmes. Juristes, médecins, professeurs ou hommes d'affaires qui ont la même éducation et les mêmes idées, une même langue partagée et des objectifs communs et qui héritent des mêmes valeurs libérales, occidentales et individuelles, qui prônent le laisser-faire économique, la propriété privée, l'intéressement à la gestion des territoires et la croyance en l'idée de progrès. Les idées marxistes, a fortiori bolcheviques, qui essaiment dans le monde depuis 1917, sont catégoriquement rejetées par les dirigeants qui se considèrent déjà comme seuls habilités à contrôler les revendications du peuple. Cette élite politique ouest-africaine fonctionne dans le consensus et la négociation avec le système colonial. La petite bourgeoisie qui domine la NCBWA s'insère parfaitement dans un système qui encourage une élite cooptée à canaliser les revendications populaires. Elle ne veut pas renverser le système, mais accéder à des postes de responsabilité politique et institutionnelle afin de défendre ses intérêts socio-économiques. L'institution est néanmoins la première tentative de coordination politique panafricaine à l'échelle ouest-africaine. À une époque où les institutions politiques internationales sont encore peu développées. De par son caractère très élitiste et bourgeois, l'association finit par vite s'essouffler dans les années 30. Dans le monde littéraire, il existe un prix des plus prestigieux, le Goncourt, créé par un écrivain en 1903, suivant ses volontés testamentaires. Le Goncourt a pour but de récompenser le meilleur ouvrage d'imagination en prose. Mais vous comprenez bien, le bourgeois se transforme très vite en un entre-soi où des bourgeois s'auto-congratulent. Mais il arrive que certains passent entre les mailles du filet, sans appartenir à des cercles, du simple fait de leur talent remportent le prix. Cela a été le cas de Romain Gary à 2 reprises, mais ce n'est pas le sujet. En 1921, le prix littéraire Goncourt revient à l'écrivain guyanais René Maran pour Batouala, véritable roman nègre, premier pamphlet francophone sur la colonisation écrit par un homme blanc. Maran, qui a été administrateur colonial dans l'actuelle Centrafrique, relance une littérature anticoloniale et anti-exotique. En 1930, les sœurs André et Paulette Nardal, originaires de la Martinique, ouvrent un salon littéraire où les écrivains noirs se rencontrent. Elle publie avec l'haïtien Léo Sajous la revue du monde noir qui s'arrête au bout de 6 numéros, mais qui a au moins le mérite d'inciter les Noirs à prendre la parole. C'est ce que fait, en 1932, un groupe constitué d'Étienne Leroux,
René Ménil et Juge Monero qui lancent le journal manifeste Légitime Défense, porté par un collectif de personnalités où se distingue le trio formé par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, animant la revue L'Étudiant Noir, ainsi que le mouvement littéraire et politique de la négritude. Césaire, dans son discours contre le colonialisme, énonce les abus de la colonisation et pointe du doigt l'hypocrisie de la morale européenne. Je ne peux littéralement pas finir cette partie sans parler de la maison d'édition Présence africaine, parce que c'est une maison d'édition qui personnellement a joué un rôle incommensurable dans ma formation à travers les livres qu'elle édite. Présence africaine est d'abord une revue fondée par Alioune Diop et sa femme, Christiane Diop, en 1947. 2 ans après, il décide de créer une maison d'édition du même nom pour publier, promouvoir les productions noires. Pour la petite information, dès que Cheikh Anta Diop finit Nation Nègre et Culture, sa thèse est rejetée par la Sorbonne. Et c'est justement Alioune Diop qui se décarcasse pour publier ses travaux sous la forme de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, sans présence africaine, peut-être pas de Nation Nègre et Culture et tout le reste. La maison d'édition existe toujours et est située à Paris et je vous encourage fortement à commander soit en ligne ou vous y rendre en présentiel. Parce qu'encore une fois, ils font un boulot incroyable. Fermons la petite parenthèse maintenant. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la décolonisation, les colonisés sont réellement représentés au Parlement, petit à petit, avec de nombreux Noirs qui y siègent comme Félix Houphouët-Boigny, Senghor, Blaise Diagne. De l'autre côté de l'Afrique, en Afrique australe, il se passe des choses. Vous vous souvenez de la bataille d'Adwa qui s'est terminée sur la défaite des Italiens? Eh bien, sous Mussolini, les Italiens veulent réitérer. Sous la régence d'Haïlé Sélassié, l'Éthiopie se modernise et rentre en 1923 avec beaucoup de réticence dans la SDN, l'ancêtre de l'ONU. 1 an plus tôt, l'arrivée au pouvoir de Mussolini à Rome relance le projet colonial italien, exacerbé par le désir de laver l'humiliation d'Adwa. Le 3 avril 1928, soit 5 ans avant la signature d'un traité d'amitié italio-européen, l'Italie ratifie le protocole de Genève contre l'utilisation d'armes de gaz asphyxiantes. Ces armes seront pourtant stockées pendant l'année 1934 alors que le dictateur prépare l'Italie secrètement à envahir l'Éthiopie. Le 5 décembre 1934, à la suite d'un accrochage entre une escorte éthiopienne et un contingent italien occupant le territoire du Walwal dans la province de l'Ogaden, Rome demande aux Éthiopiens des excuses publiques devant le drapeau italien et la condamnation des Éthiopiens impliqués dans l'affaire. L'Éthiopie refuse de s'exécuter et invoque en vain le traité d'amitié de 1928. Haïlé Sélassié demande la médiation de la SDN en janvier 1935, mais l'Italie installe des bases militaires au sud et au nord de l'Éthiopie, puis appelle à la mobilisation. Pendant l'été 1935, alors que l'Allemagne se remilitarise également, Sélassié tente enfin d'obtenir un prêt pour acheter des armes et défendre son pays. Le 3 octobre 1935, sans aucune déclaration de guerre préalable, l'aviation italienne bombarde des civils à Adwa et à Dikra, au nord du pays. Immédiatement saisie par l'ambassadeur éthiopien, la SDN refuse de placer l'Italie sous embargo militaire. En février 1936, Sélassié demande un protectorat britannique, mais Londres décide de discuter avec Rome, le partage des eaux du Nil bleu. Finalement, le 2 mai, l'empereur quitte l'Éthiopie, dont la capitale tombe aux mains des Italiens 3 jours plus tard. En exil à Jérusalem, puis à Londres, l'empereur prédit un embrasement général de l'Europe et déplore l'inefficacité des sanctions contre l'Italie. Le retentissement de l'agression italienne est très fort dans les milieux anticolonialistes et panafricains, qui y voient une nouvelle manifestation des liens entre le racisme, le fascisme et le colonialisme, ainsi que la nature impérialiste de la SDN. Toujours en Afrique, des mouvements de soutien à l'Éthiopie se font entendre. À Paris, l'ENA de Messali Hadj, la LDRN de Garan Kouyaté se solidarise avec l'Éthiopie. Aux États-Unis aussi, la cause éthiopienne mobilise. Un mouvement de solidarité se crée autour de l'église baptiste éthiopienne de Harlem, le syndicat noir de la compagnie des porteurs de wagons-lits créé par Assa Philippe Randolph lance des collectes de biens et de produits alimentaires en faveur des civils éthiopiens. En août 1936, pour tenter d'obtenir une accréditation officielle des autorités éthiopiennes,
une délégation d'Afro-Américaines, le United Aid for Ethiopia, rend visite à l'empereur en exil dans le sud de l'Angleterre. Interdit d'entrer aux États-Unis, Sélassié décide d'y envoyer son médecin personnel, Emmanuel Malakou, qui, accueilli à Harlem avec les honneurs et pris en charge par l'écrivain d'origine jamaïcaine Claude McKay, prend la direction de la Fédération mondiale éthiopienne, créée en août 1937 pour coordonner l'aide aux réfugiés éthiopiens. Samuel Daniel, le leader d'une association paramilitaire, l'Association africaine de reconstruction, lance des campagnes de recrutement dans plusieurs États. Il annonce que 300 000 hommes seront prêts à rejoindre l'Éthiopie. Alors qu'à Trinidad et dans la Jamaïque, des rassemblements ont lieu, des Cubains envisagent également une expédition militaire. En Afrique du Sud, le chef zoulou Walter Khumalo tente de lever un régiment pour remonter le continent et libérer l'Éthiopie. Sans le soutien d'un État puissant, les moyens logistiques seront cependant insuffisants pour l'envoi de ces contingents en Égypte. Des anciens combattants de la Gold Coast organisent une semaine éthiopienne en novembre 1935, tandis que 250 hommes forment une force d'expression à Chantilly, en Abyssinie. Au Caire, des Égyptiens, des Soudanais, des Syriens organisent un comité de défense et de soutien. En Éthiopie même, plusieurs groupes tentent en vain d'organiser la résistance. En 1941, les Britanniques, qui ont massivement mobilisé les troupes coloniales, parviennent à libérer l'Éthiopie, infligeant au passage sa première défaite à l'axe de Rome-Berlin. Tous ces éléments ont considérablement fragilisé l'Éthiopie, qui sera ballottée entre guerre civile et famine, ce qui conduira à l'initiative d'Harry Belafonte, la création d'une chanson que l'on connaît tous, écrite par Michael Jackson, Lionel Richie et interprétée par 21 artistes, dont Lionel Richie, Michael Jackson, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder. Avançons toujours lentement et sûrement et parlons maintenant de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la France, puissance coloniale qui fait sa loi dans ses colonies, est sous la domination d'un petit homme moustachu. C'est la terreur à Paris. Le contrôle de l'Afrique se révèle être un atout essentiel pour les puissances européennes et leurs alliés américains. En plus de fournir d'immenses contingents de soldats, le continent est le théâtre de combats décisifs pour le contrôle de parties stratégiques, Éthiopie, Libye, Madagascar. Charles de Gaulle, qui mène la résistance au régime de Vichy sans disposer de base territoriale, parvient à créer un rapport de force. En août 1940, il obtient le ralliement de l'AUF par l'intermédiaire du gouvernement du Tchad, Félix Éboué, un noir originaire de la Guyane. Depuis Brazzaville, qui devient provisoirement la capitale de la France libre, les troupes africaines de la résistance participent au débarquement de province et d'Italie. Le ralliement de l'AOF en décembre 1942 permet de reprendre le contrôle du port de Dakar et de sécuriser l'acheminement d'hommes et de matériel depuis les Amériques. En accord avec les Britanniques, les Américains utilisent des bases de Freetown, d'Accra, de Lagos ou de Dar es Salaam comme escale dans des ponts aériens à destination de l'Égypte et du Moyen-Orient. Tandis que la base de Djamena héberge l'aviation française, l'Afrique apporte également un soutien économique important aux métropoles. En plus de financer l'intégralité du budget du gouvernement belge en exil à Londres, la colonie du Congo fournit des matériels stratégiques, notamment l'uranium nécessaire à la fabrication de la bombe atomique américaine. Pour rivaliser avec l'industrie allemande et retrouver de nouvelles sources d'approvisionnement en minerais, les sociétés minières européennes augmentent leurs activités. Mais les Africains ne sont pas dupes. Ce n'est pas par simple grandeur d'âme qu'ils aident les colons, mais avec l'espoir d'ouvrir leur liberté. Une sorte de deal gagnant-gagnant est alors passé. À ça, il faut aussi rajouter la grande diabolisation des pays de l'Axe, notamment de l'Allemagne nazie. D'accord, ils ont fait des dingueries. Mais souvenez-vous des mots de Césaire. Si Hitler l'avait fait au noir, eh bien, personne ne l'aurait diabolisé. Parce que c'est littéralement ce que les nations coloniales ont fait dans leurs colonies en Afrique et en Amérique. Mais bon, passons.
Vers la fin de la guerre est signée la Charte de l'Atlantique. Elle énonce des principes de liberté, de non-annexion de territoire, enfin des conneries de blancs impérialistes, mais une lueur d'espoir pour les peuples colonisés. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, et ce que les Noirs n'ont toujours pas encore compris, c'est qu'il existe deux types de lois. La loi de justice, d'égalité, qui concerne les Blancs dans leurs rapports, mais qui ne s'applique pas aux Noirs et les autres lois. Ces lois, les lois de la jungle, elles régissent les relations avec tout le Sud global. C'est notamment au nom de cette loi de la jungle qu'un Donald Trump se permet d'annexer le Venezuela sans mandat de l'ONU ni accord de son Congrès. Dans tous les cas, cette charte plante les germes de l'espoir dans le cœur des Africains. Mais dès 1952, Churchill précise que l'Empire britannique ne sera pas démantelé. Quant au général de Gaulle, il explique lors de sa conférence de Brazzaville de janvier 1944 que la France continuera sa mission civilisatrice et exclut toute l'idée d'autonomie ou de sortir de l'Empire français. Ces positions conservatrices et les pratiques racistes qui se perpétuent entraînent des mouvements de révolte. En décembre 1944, à Thiaroye au Sénégal, la répression sanglante d'une mutinerie de tirailleurs venus réclamer le paiement de leurs soldes indique que l'effort de guerre consenti par les Africains ne sera pas récompensé. Le massacre en mai 1945 de plusieurs dizaines de milliers d'Algériens à Sétif par l'armée des colons français au moment même où les Alliés fêtent leur victoire prouve que les promesses faites aux 250 000 Maghrébins engagés dans les troupes françaises ne seront pas honorées. Peu à peu, un nouvel ordre mondial se dessine, avec Moscou qui prend de plus en plus de place. Dans la foulée, les élites africaines ne baissent pas les bras. En 1945 est organisé le Congrès panafricain de Manchester, co-présidé par Dubois et Amy Ashford Garvey, la femme de Dubois. Ce congrès est un franc succès. Du 15 au 21 octobre 1945, environ 200 délégués représentant des organisations africaines et caribéennes ainsi que des observateurs asiatiques se retrouvent à Manchester. Les sessions donnent lieu à des résolutions sur l'ensemble des colonies africaines et antillaises et sur l'Éthiopie, le Libéria, Haïti, l'Afrique du Sud et la Namibie. Outre l'octroi de droits politiques et une abolition des lots fonciers injustes et préjudiciables aux Africains, le Congrès exige l'application aux colonies des principes de la Charte de l'Atlantique. Liberté d'expression, liberté de religion, sécurité économique et sécurité physique. En réalité, le Congrès s'inspire des idées de Padmore et d'un certain Nkrumah. Mais ce qui est intéressant avec le Congrès, c'est que contrairement aux anciens, il est animé et suivi par des personnalités ayant un certain pouvoir. C'est le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, de Nkrumah, père de la nation du Ghana, dont on parlera tout à l'heure, de Jomo Kenyatta, militant anticolonial qui deviendra plus tard le premier président du Kenya. Qui de mieux que lui quand on parle de panafricanisme? Kwame Nkrumah est né en 1909 dans le village de Groful, un pays Akan au sud de la Gold Coast. Issu de peuple Ndima, le jeune Nkrumah passe ses premières années de vie avec sa mère avant de rejoindre son père en 1912, qui est un artisan à Alphes Assini, petit village côtier à la frontière de la colonie française de la Côte d'Ivoire. Formé dans une école jésuite, il est recruté en 1926 comme maître assistant à l'école normale secondaire récemment ouverte à Ashimota, dans la banlieue d'Accra. En 1930, devenu enseignant et directeur dans les écoles catholiques, Nkrumah fonde plusieurs sectes de lecture et de débat. Il explore les écrits de Dubois, de Garvey et échange avec le militant nigérian Mandi Azikiwe, qui dirige un journal à Accra. Ce dernier le convainc de poursuivre sa formation aux États-Unis. En 1939, il obtient son diplôme de sociologie et d'économie à l'université Lincoln. Lorsqu'il devient chargé de cours en histoire nègre à l'université de Philadelphie, il s'interroge sur l'absence de cours en histoire de l'Afrique. Nkrumah décide alors de fonder l'Association des étudiants africains des États-Unis et du Canada, dont il devient le premier président et éditeur de son journal African Interpreter. Convaincu que les Africains doivent obtenir leur indépendance collectivement et par leurs propres moyens, Nkrumah participe quelques semaines après le congrès de Manchester à la création du secrétariat national ouest-africain. Constituée à Londres en décembre 1945, cette nouvelle organisation entend contribuer à l'éducation politique des Ouest-Africains, favoriser la solidarité entre les territoires et hâter ainsi la marche vers les indépendances de ces régions. Dans les années 40, Nkrumah tentera des rapprochements avec ses homologues d'Afrique francophone, Félix Houphouët-Boigny, Senghor, Lamine Gueye.
au départ favorable de cette idée de coalition africaine dans un cadre fédéral. Toutefois, du fait de divisions idéologiques, Nkrumah prendra ses distances de ces derniers. En 1946, au Mali, le Rassemblement démocratique africain voit le jour. On va faire une petite parenthèse pour rapidement parler du RDA. En 1946, la France se dote d'une nouvelle constitution afin de mieux répondre, entre autres, aux velléités de ses colonies. Un groupuscule d'élite est choisi pour représenter l'Afrique à l'Assemblée nationale française. C'est un double collège. Il n'y a rien d'égalitaire dans cette histoire. Mais, ça vaut ce que ça vaut. En 1946, à Bamako, en présence de plus de 800 délégués, le Rassemblement démocratique africain RDA est fondé sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny. Formé par des enseignants, des médecins, des fonctionnaires, passés pour la plupart par l'action syndicale, ce parti interterritorial entend unir le plus largement possible les Africains, et ce, au-delà des clivages politiques, religieux et autres, pour obtenir l'égalité et l'amélioration des conditions économiques et sociales dans les colonies. Disposant de députés élus à l'Assemblée et de sections dans toutes les colonies de l'AOF, sauf au Sénégal, où le député Léopold Sédar Senghor préfère former le Bloc démocratique sénégalais en 1948, le RDA est officiellement affilié au PCF. Mais le retrait des communistes du gouvernement français en 1947 provoque une crise d'autant plus grave au sein de ce rassemblement que les services français encouragent la promotion de députés hostiles au marxisme et dévoués aux intérêts français. Tandis que l'armée française réprime les mouvements sociaux, notamment en Côte d'Ivoire, les autorités françaises soutiennent des dissidences et des formations rivales dans chaque colonie. À l'automne 1950, le RDA rompt avec le PCF, le Parti communiste français, et affirme par l'intermédiaire d'Houphouët-Boigny sa volonté de maintenir des colonies dans l'Union française. Cette décision, que désapprouvent certaines organisations affiliées au RDA, notamment l'Union des populations du Cameroun, UPC, et les mouvements étudiants, fracture encore plus le mouvement qui disparaît momentanément de la scène politique au profit d'un autre groupe, les indépendants d'outre-mer, IOM, fondé en 1948 par le député du Dahomey, Sourou Migan Apiti. Au milieu des années 50, le paysage politique africain francophone est donc particulièrement fragmenté. Revenons maintenant à Nkrumah. En 1946, Nkrumah abandonne des projets déjà en cours pour rentrer en Gold Coast. En effet, il reçoit une invitation d'un ancien homologue de l'université de Lincoln qui lui propose le poste de secrétaire général auprès de l'UGCC, United Gold Coast Convention. C'est une fois au Ghana que les choses vont s'intensifier pour lui. Alors qu'un mouvement social animé par les chefs traditionnels, des vétérans de la guerre et des jeunes prolétaires agite le pays, Nkrumah décide de transformer l'UGCC en porte-parole de la population et de ses aspirations d'indépendance. En quelques mois, il rédige un programme politique, forme les militants, organise des collectes et ouvre des bureaux de l'UGCC dans tout le pays. En février 1948, la Gold Coast connaît de nouveaux troubles. Des boycotts et des manifestations sont organisées pour protester contre le coût de la vie. Des anciens combattants marchent en direction du siège du gouvernement colonial. Sur place, un officier britannique s'empare d'un fusil et abat plusieurs vétérans. La répression déclenche des émeutes et des magasins européens de Syriens et de Libanais sont pillés à Accra. L'administration coloniale, confrontée pour la première fois à un tel événement, accuse l'UGCC et apprête Nkrumah, qui est détenu pendant plusieurs mois en compagnie de 5 de ses camarades. À sa libération, Nkrumah crée un comité d'organisation de la jeunesse, qui sera abrégé en CYO, qui réclame l'indépendance de la Gold Coast et se sépare de l'UGCC. Dans la foulée, il démissionne et crée le Parti de la Convention du Peuple, le CPP, qui se veut un parti tourné vers les milieux populaires. Ne relâchant pas la pression sur les autorités coloniales qui tentent quelques réformes institutionnelles pour apaiser les esprits, Nkrumah et ses camarades accélèrent la cadence, multiplient les revendications et propagent le mot d'ordre « indépendance maintenant ». Fin 1949, ils installent à Accra une assemblée représentative du peuple et lancent une campagne de désobéissance civile qui paralyse bientôt la colonie et vaut à Nkrumah une nouvelle arrestation. Condamné à 3 ans de prison, il profite cependant d'une faille juridique pour présenter sa candidature aux élections de février 1851. L'humiliation est grande pour les Britanniques. Nkrumah est largement élu et le CPP remporte le scrutin haut la main.
Cherchant à garder la face et à préserver les intérêts britanniques en prévision d'une indépendance devenue inéluctable, le gouverneur de la Gold Coast libère Nkrumah et lui demande de former un nouveau gouvernement. Nkrumah et son peuple se sont battus pour les indépendances. Les colons commencent à craquer, mais exigent un délai de 6 ans pour préparer la transition. 6 ans, c'est long. Et au moindre faux pas de Nkrumah, les Britanniques peuvent revenir sur leurs paroles. Nkrumah a donc 6 ans, lui et son gouvernement, pour tout maîtriser. La diplomatie, la défense, la fonction publique, l'économie. Le travail est ardu et énergivore. À cela s'ajoute le sabotage de chefs locaux qui tiraient des bénéfices de la colonisation, d'une certaine classe bourgeoise et d'opposants aux idées de Nkrumah. Tant bien que mal, et non sans répression, faut le dire, Nkrumah tient la barque et le 6 mars 1957, le pays recouvre son indépendance et reprend le nom du Grand Royaume du Ghana, avec une étoile noire qui représente et symbolise l'étoile noire qu'utilise Garvey. Concernant sa politique étrangère, Nkrumah est clair, à minima une intégration sous-régionale, sinon la création des États-Unis d'Afrique. En 1958, à Accra, sous l'impulsion de Nkrumah, la conférence de tous les États d'Afrique indépendants de l'époque se réunit. L'Égypte, la Libye, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, l'Éthiopie et le Libéria. Bien que les ambitieux projets d'unité africaine des Ghanéens peinent à convaincre leurs homologues, la conférence prend position pour la décolonisation et la mise en place d'une structure collective pour soutenir les autres territoires. Pour ne rien arranger, la Guinée opte à son tour, sous l'impulsion de Sékou Touré, pour l'indépendance immédiate. En septembre 1958, les Guinéens votent massivement non à l'intégration à la communauté française proposée par le général de Gaulle, tout juste revenu au pouvoir. Pour répondre au slogan de Sékou Touré, préférant la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage, la France sabote et détruit tout le matériel administratif et technique de la Guinée. Puis, quitte Conakry avant de saboter la monnaie guinéenne. Nous avons fait une vidéo à ce sujet. Nkrumah accorde immédiatement un prêt financier qui permet au régime de Sékou Touré de surmonter les représailles économiques de la France. Mais les leaders ghanéens et guinéens vont encore plus loin. Le 23 novembre 1958, ils annoncent la création de l'Union Ghana-Guinée. Sous le règne de Nkrumah, le Ghana devient la base arrière de nombreux militants afro-américains et antillais. À cette époque, il se rendait à Harlem et était accueilli par une foule. Il recevait les intellectuels de tout horizon. Fanon, Maya Angelou, Maurice Condé. Cherchant à rallier l'Afrique à elle-même, Nkrumah et ses représentants sillonnent le continent pour les fédérer autour de l'unité africaine et l'abandon des frontières coloniales qui symbolisent des souverainetés superficielles. Ils soutiennent que le plus grand danger que court le continent est le néocolonialisme et que son principal instrument est la balkanisation de l'Afrique, c'est-à-dire sa division en petits États faibles. En 1952, arrive au pouvoir en Égypte un certain Nasser. Partisan du non-alignement sur les superpuissances, figure centrale de la conférence de Bandung de 1955, vainqueur face aux puissances coloniales coalisées contre lui, Grande-Bretagne, France, Israël, lors de la crise de Suède en 1956 et champion de l'indépendance totale à la fois politique et économique des territoires colonisés, Nasser apparaît aux yeux de bon nombre de militants nationalistes comme un héros. Au milieu des années 50, les peuples arabes et africains regardent le régime nassérien comme un exemple et un modèle. Déterminé à aider les mouvements de libération et à sortir des griffes coloniales, Nasser accueille leurs militants et les soutient, financièrement, politiquement et matériellement. Le Caire devient ainsi une base arrière pour les combattants du FLN algérien qui mènent une lutte acharnée contre l'armée française. C'est là que le responsable de l'UPC, expulsé du Cameroun, trouve également refuge. La période 1950 à 60 est charnière dans l'histoire moderne de l'Afrique parce que c'est à cette période que toutes les luttes d'émancipation se mènent. Nous avons commencé avec les Portugais sur les côtes africaines, ensuite dans les Amériques, dans les Caraïbes, après en Afrique. Continuons à se laisser emporter par les vents panafricanistes et réatterrissons aux États-Unis pour parler des mouvements des droits civiques. Une étape décisive des mouvements des droits civiques intervient en 1954, lorsque la Cour suprême des États-Unis déclare inconstitutionnelle la ségrégation scolaire. Cette avancée juridique est prolongée par le boycott des bus de Montgomery en 1955, déclenché par l'arrestation de Rosa Parks. Rosa Parks, c'est bien, tout le monde en parle, mais avant elle, il y a eu la Rosa Parks originelle,
mais malheureusement effacée de l'histoire conventionnelle, car pour certains trop noire. Parce que oui, Rosa Parks était métisse. Son nom était Claudette Colvin. Elle avait 15 ans. Quand le 2 mars 1955, à Montgomery, elle refuse de céder sa place à une blanche avant d'être violemment arrêtée et emprisonnée. Ensuite, l'affaire ira en justice dans l'affaire Browder contre Gay et Claudette deviendra plaignante principale et remportera le procès qui conduira à déclarer la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. Et donc, tous ces mouvements de désobéissance civile organisés et non violents révèlent Martin Luther King comme une figure centrale. Pasteur et leader charismatique, King fonde en 1957 le Southern Christian Leadership Conference et s'impose comme le principal artisan de la stratégie non violente qui aboutira aux lois sur les droits civiques de 1964 à 1965. L'influence de l'Afrique sur King se manifeste particulièrement lors de son voyage au Ghana en mars 1957 à l'occasion de l'indépendance du pays. Invité par Nkrumah, King assiste à un événement qu'il interprète comme un symbole universel de libération des peuples noirs. Il établit un parallèle entre la lutte anticoloniale africaine et celle des Afro-Américains, considérant le boycott et la désobéissance civile comme des étapes vers une émancipation plus large. Toutefois, malgré cette inspiration, King reste à distance du panafricanisme radical et poursuit une voie réformiste, élargissant ensuite son combat à la lutte contre la pauvreté, la guerre du Vietnam et l'apartheid sud-africain. À la fin de sa vie, il reconnaît néanmoins ne pas avoir accordé assez de place à l'Afrique dans son engagement. Parallèlement à cette ligne non violente, une contestation plus radicale se développe, nourrie par la déception face à l'écart entre les lois et leur application concrète. Cette radicalisation trouve un écho chez Malcolm X, figure majeure du nationalisme noir. Issu d'un milieu marqué par sa violence raciste, car son père, militant garvéiste, fut assassiné par le KKK, Malcolm X rejoint la Nation of Islam après sa sortie de prison en 1952. Porte-parole brillant de l'organisation, il défend d'abord une idéologie séparatiste, critique de l'intégration et de la non-violence avant de rompre avec la Nation of Islam en 1964 en raison de désaccords politiques, idéologiques et de certaines choses que leur leader charismatique, Elijah Muhammad, faisait. Cette rupture marque un tournant décisif. Malcolm X s'engage dans une démarche internationaliste, effectuant plusieurs voyages en Afrique et au Moyen-Orient. Son pèlerinage à la Mecque et son adhération à l'islam sunnite orthodoxe transforment profondément sa vision politique. Il abandonne le critère racial exclusif et adopte une perspective panafricaine et multi-impérialiste, affirmant que les luttes des Afro-Américains sont indissociables de celles des peuples colonisés. Il participe notamment au sommet de l'Organisation de l'Union africaine en 1964 et appelle à une condamnation internationale des États-Unis pour leur politique raciale. De retour aux États-Unis, Malcolm X fonde l'Organisation de l'Unité afro-américaine. Pensé comme l'équivalent diasporique de l'OUA, il défend l'idée que seule une solidarité globale entre Africains, Afro-Américains et peuples opprimés permettra de renverser les structures impérialistes. Son assassinat en février 1965 met brutalement fin à cette dynamique, mais son héritage idéologique influence durablement les mouvements noirs radicaux. Dans la seconde moitié des années 1960, cette radicalité s'exprime pleinement avec l'émergence du Black Power porté par Stokely Carmichael, ancien militant non violent du SNCC. En rejetant la stratégie de Martin Luther King, le Black Power prône l'autodétermination, le contrôle des communautés noires par elles-mêmes et la rupture avec le capitalisme impérialiste. Cette orientation se concrétise en 1966 par la création du Black Panthers Party for Self-Defense, fondé par Huey P. Newton et Bobby Seale. Inspiré par Malcolm X, le marxisme, le maoïsme et les écrits de Frantz Fanon, les Black Panthers développent un programme en 10 points, réclamant emploi, logement, éducation, justice et protection contre les violences policières. Se percevant comme des colonisés de l'intérieur, ils mettent en place des structures alternatives, écoles, cliniques, programmes sociaux et nouent des alliances internationales, notamment avec l'Algérie révolutionnaire qui accueille une représentation officielle du mouvement en 1969. Face à la contestation globale, l'État américain réagit par une répression massive à travers le programme COINTELPRO du FBI, qui infiltre
discrédite et démantèle les Black Panthers. COINTELPRO, avec à sa tête Edgar Hoover, est responsable d'une part de chantage, d'intimidation et de vagues de calomnies, notamment sur Martin Luther King, notamment sur sa fidélité et surtout son prétendu amour des femmes blanches. Concernant Malcolm, ils sont en partie derrière sa scission avec la Nation of Islam. Pire, l'un des membres de sa garde rapprochée était un agent infiltré du FBI. Juste ça. Et jusqu'à présent, la famille de Malcolm X accuse toujours le FBI d'avoir joué un rôle dans son assassinat. Ces offensives du FBI, combinées à la crise économique, à la réduction des politiques sociales et à la désagrégation des ghettos, marquent le reflux des mouvements radicaux noirs au début des années 1970. Maintenant, laissons les mouvements noirs, le FBI, ses complots, l'introduction du crack, de la drogue et des armes dans les ghettos noirs pour parler du Congo. Le processus de décolonisation du Congo ne peut pas être compris sans revenir sur la violence extrême du système colonial belge. À partir de 1885, le Congo devient la propriété personnelle du roi Léopold II. Derrière un discours humanitaire, le régime repose sur une exploitation brutale de caoutchouc et de l'ivoire. Travail forcé, prise d'otages, mutilation, villages brûlés, des millions de Congolais meurent de violence et de famine ou d'épuisement. Ce système est aujourd'hui considéré comme l'un des systèmes coloniaux les plus meurtriers de l'histoire moderne. Même après le passage du Congo sous le contrôle officiel de la Belgique en 1908, la logique reste la même. Aucune préparation réelle à l'autonomie, une ségrégation stricte et une élite congolaise volontairement maintenue à l'écart du pouvoir. C'est dans ce contexte qu'émerge Patrice Lumumba. Né en 1925, contrairement aux autres leaders formés par l'administration coloniale, Lumumba développe très tôt une conscience politique radicale. Il comprend que le problème du Congo n'est pas seulement l'injustice sociale, mais la domination coloniale elle-même. En 1858, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, un parti véritablement national, refusant les divisions ethniques entretenues par le colonisateur. Lumumba défend une idée claire et dangereuse pour la Belgique. Le Congo doit être indépendant, uni et souverain, sans tutelle étrangère. Il participe la même année à la conférence des peuples africains à Accra aux côtés de Nkrumah et inscrit le combat congolais dans une dynamique panafricaine anticoloniale. En 1959, des émeutes éclatent à Léopoldville. La Belgique comprend qu'elle a perdu le contrôle. Lors de la table ronde de Bruxelles en 1960, Lumumba s'impose comme l'interlocuteur incontournable. Contrairement à d'autres leaders plus conciliants, il refuse l'indépendance progressive ou encadrée. Résultat, le Congo obtient son indépendance rapide et fixée au 30 juin 1960. Aux élections, le MNC arrive en tête. Lumumba devient Premier ministre, incarnant l'espoir d'une totale rupture avec le passé colonial. Le moment clé de cet événement reste son discours d'indépendance. Face au roi Baudouin, qui glorifie l'œuvre civilisatrice de la Belgique et de Léopold II, Lumumba prend la parole sans y être officiellement invité. Il rappelle les humiliations, les violences, les coups, l'exploitation et le sang versé par le peuple congolais. Quelques semaines après l'indépendance, l'armée se mutine. Le Katanga fait sécession avec le soutien d'intérêts belges et Lumumba est isolé diplomatiquement. En pleine guerre froide, son refus de se soumettre aux anciennes puissances coloniales conduit à son élimination politique. Il est arrêté, livré à ses ennemis et assassiné le 17 janvier 1961 avec la complicité d'acteurs congolais, belges et occidentaux. Lumumba est assassiné de la façon la plus lâche et cruelle. Après toutes ces longues tribulations, passant des USA aux Caraïbes, l'Afrique est enfin indépendante, en tout cas sur le papier dans les années 60. Les États africains sont jeunes, mais divisés idéologiquement par leurs élites. La crise du Congo, qui a éclaté en 1960 et qui se prolonge pendant plusieurs années, brise l'unité de façade. Autour du Ghana, les pays africains progressistes reconnaissent le gouvernement lumumbiste du vice-premier ministre Antoine Gizenga, tandis que les pays restés proches des anciennes métropoles coloniales décident de travailler avec le gouvernement du président Kasavubu à Léopoldville. Au nord du continent, la guerre d'Algérie divise déjà les Africains entre ceux qui se veulent révolutionnaires et ceux que la presse qualifie de modérés. En octobre 1960, le président ivoirien Houphouët-Boigny, chef de file de cette seconde catégorie en Afrique francophone, organise une rencontre à Abidjan dans le but officiel d'assurer une médiation des anciennes colonies françaises indépendantes entre la France et l'Algérie.
La Réunion cherche aussi à établir une position commune avant l'entrée de ces nouveaux États africains à l'ONU à la fin du mois de décembre. Mais c'est à partir de ce moment que les États africains se divisent sur des lignes idéologiques opposées. Des rapprochements aboutissent à la création de différents ensembles. Le groupe dit de Brazzaville, de Casablanca et de Monrovia. Les divisions qui s'expriment au début des années 1960 n'empêchent pas les États indépendants réunis à Addis Abeba, à l'exception de l'Afrique du Sud, de signer en mai 1963 la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Mais cette organisation est loin d'être l'émanation de l'unité des peuples africains que Fanon et quelques autres appelaient de leur vœu. Derrière une unité africaine, mais uniquement à ceux qui répondent à certains critères idéologiques. C'est aussi le premier lieu politique rompant avec l'objectif de regroupement continental. Tout est acté, pas de regroupement continental. Constatant qu'ils sont minoritaires dans le groupement africain formé de l'ONU, les pays africains progressistes réagissent. Le Maroc, déplorant le soutien du groupe de Brazzaville à l'indépendance de la Mauritanie en raison de contentieux frontaliers qui opposent les deux pays, annonce une conférence à Casablanca qui réunit en janvier 1961 le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, la Syrie ainsi que la Libye. Unis sur l'Algérie et leur condamnation du colonialisme et de l'apartheid, les pays du groupe de Casablanca sont en revanche divisés sur d'autres dossiers. Le Ghana, qui refuse de retirer ses troupes envoyées au Congo, accepte pour ne pas être totalement isolé d'endosser la résolution qui condamne Israël, avec lequel il entretient pourtant de solides relations. Signée en mai 1961 par les ministres des Affaires étrangères, à l'exception de celui de la Libye, la charte établit un comité politique réunissant les chefs d'État, un comité économique réunissant les ministres des Finances, un comité culturel réunissant les ministres de l'Éducation et un commandement suprême réunissant les états-majors des pays membres. L'interdiction de conclure des pactes militaires avec des puissances étrangères est soulignée. Mais contrairement au souhait de Nkrumah, la charte de Casablanca ne parle nullement d'abandonner les souverainetés nationales pour fusionner dans une union politique. Bamako est désignée comme capitale du groupe qui reste ouvert aux autres pays. Constatant à son tour le poids des gouvernements pour Casablanca en Afrique de l'Ouest, Senghor, élu président du Sénégal en septembre 1960, prend contact avec Sylvanus Olympio du Togo, William Tubman du Libéria et Abubakar Baliwa du Nigeria afin d'organiser une conférence à Monrovia le 8 mai 1961. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se rallient à l'initiative. La Guinée et le Mali renoncent en revanche à participer à la suite de la pression du Ghana. Les deux gouvernements en guerre pour le contrôle du Congo ne sont pas invités. La conférence de Monrovia apparaît ainsi comme un élargissement du groupe de Brazzaville qui bénéficie du renfort de 8 pays, Libéria, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Togo, Éthiopie, Libye et Tunisie. Inscrit dans une gestion réformiste et individualiste de l'indépendance, le groupe de Monrovia, alors le plus grand rassemblement d'États africains jamais réalisé, plaide pour la non-ingérence dans les affaires internes et pour le maintien des frontières héritées de la période de la colonisation. Estimant que le modèle de l'État-nation européen est adapté aux réalités africaines, il rejette l'idée d'un groupement fédéral. Pour le groupe de Casablanca, à l'inverse, en particulier pour le courant ghanéen, il faut dépasser les frontières coloniales et élargir le nationalisme à l'échelle continentale. Mais derrière ces options tranchées, les deux groupes s'influencent mutuellement et en leur sein, les sociétés civiles de chaque pays sont traversées par des courants progressistes, radicaux, conservateurs et révolutionnaires. Les uns tempèrent les autres tout en sachant que les forces conservatrices sont numériquement supérieures aux forces progressistes. Dans les années qui suivent, Nkrumah est de plus en plus isolé, presque mis à l'écart par ses pairs. Les tensions entre lui et les autres chefs d'État, notamment Houphouët, se crispent. En février 1965, sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny, les pays membres de l'OCAM, tous francophones, menacent de boycotter le 3e sommet de l'OUA prévu à Accra. Mais l'ingérence ghanéenne dans les affaires intérieures des États voisins n'est qu'un prétexte pour mettre Nkrumah à l'index. Car Houphouët-Boigny est le premier à outrepasser les principes édictés par la charte de l'OUA et à s'ingérer dans les affaires intérieures de ses voisins. Lors de la guerre du Biafra, par exemple, qui déchire le Nigeria entre 1967 et 1970, le président ivoirien soutient la sécession biafraise, avec l'aide active de la France qui joue ainsi un rôle décisif dans cette crise qui fera plus d'1 million de morts.
De même, et toujours dans le cadre de son alliance stratégique avec la France, il participe secrètement au trafic d'armes à décision du régime raciste de Pretoria, au moment même où celui-ci participe militairement à la lutte contre les nationalistes angolais. En parlant de l'Angola, parlons un peu de la situation des colonies portugaises. On fera vraiment le tour de l'Afrique. Le Portugal est la première puissance européenne à s'être installée sur le continent africain dès le XVe siècle et le dernier empire colonial classique à s'effondrer au milieu des années 1970 au terme de plusieurs luttes armées qui affectent à des degrés variables l'ensemble des territoires placés sous sa dépendance. Mozambique, Angola, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe. À la fin des années 40, le Portugal est certain que les colonies ne seront pas touchées par le vent des indépendances tant il est persuadé d'apporter une civilisation, même si dans les faits, les colonies sont vides d'infrastructures. Mais c'est à Lisbonne, dans la maison des étudiants de l'Empire, que les étudiants venus de toute l'Afrique portugaise créent des liens d'amitié et se forment politiquement à mesure qu'ils prennent conscience de l'injustice du système colonial. C'est donc à Lisbonne que les étudiants africains, proches des mouvements anarchistes espagnols, vont étendre leur réseau et s'abreuver de la presse anticoloniale. Nombre d'entre eux retournent ensuite dans les grandes colonies respectives avec une solide formation professionnelle et idéologique. La lutte des Africains des colonies portugaises arrive à maturité entre la fin des années 1950 et le début des années 1960 avant d'entrer dans une phase active dans les années 1960 à 70, au moment où la majorité des autres pays africains devenus indépendants sont entrés dans une dynamique conservatrice ou réactionnaire. Dès lors, cette lutte réintroduit de manière concrète la question des solidarités et des avant-gardes révolutionnaires dans le panafricanisme. Parlons maintenant d'un homme dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Amilcar Cabral. J'aime beaucoup Cabral, donc on va forcément parler de lui. D'origine capverdienne et guinéenne, Amilcar Cabral est l'un des étudiants politiquement engagés venus se former à Lisbonne. En 1954, après avoir reçu son diplôme d'ingénieur agronome, Cabral retourne en Guinée-Bissau. Persuadé qu'on ne fait pas de révolution sans le soutien des populations, Cabral se rapproche des milieux populaires. Et c'est fort de sa formation agronomique qu'il développe sa vision que l'on peut qualifier d'anthropologique révolutionnaire. Cabral comprend une chose, le Cap-Vert insulaire et la Guinée-Bissau continentale, deux territoires inclus dans un empire géographiquement éclaté, peuvent et doivent s'unir pour s'émanciper de la tutelle portugaise. C'est dans cette disposition d'esprit qu'il fonde avec une demi-douzaine de camarades le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Dans les semaines qui suivent, il participe à la création du Parti de la lutte unie pour les peuples africains d'Angola, puis du Mouvement populaire de libération d'Angola, MPLA, autour d'Agostinho Neto et de Mario de Andrade. Suivant avec intérêt l'actualité du Ghana et de la Guinée-Conakry qui ont accédé à l'indépendance sans effusion de sang, Cabral doute cependant de la volonté de Lisbonne de négocier. Après la répression par les autorités portugaises d'une grève de dockers à Bissau en 1959, les cadres de son parti s'exilent à Conakry, ce qui provoque l'inquiétude de la France et plus tard du Sénégal de Senghor, hostile à l'extension d'un anti-impérialisme radical. Cherchant à élargir ses alliances, Cabral se rend à Londres puis aux États-Unis. Les guerres d'indépendance du Cap-Vert, de l'Angola et du Mozambique sont indissociables de la nature particulière du colonialisme portugais, l'un des plus anciens, autoritaires et violents d'Afrique. Le Portugal de Salazar, puis de Caetano, refuse toute évolution politique et maintient ses colonies comme des provinces d'outre-mer. En Angola, la guerre éclate en 1961 après des révoltes violemment réprimées par l'armée coloniale. Les représailles portugaises font des dizaines de milliers de morts, notamment parmi les civils. Trois mouvements armés émergent. Le MPLA, dirigé par Agostinho, le FNLA de Holden Roberto et plus tard l'UNITA de Josas Savimbi. La violence est extrême. Villages incendiés, exécutions sommaires, déplacements massifs de population. Le Portugal mobilise près de 100 000 soldats en Angola à certains moments, tandis que les mouvements nationalistes subissent de lourdes pertes mais gagnent en structuration politique. Au Mozambique, la guerre commence en 1964, menée par le Frelimo, fondé par Eduardo Mondiane. Après son assassinat en 1969, Samora Michel radicalise la lutte. Le conflit prend la forme d'une guérilla prolongée, surtout dans le nord du pays. L'armée portugaise y pratique une guerre de contre-insurrection brutale. Camps de regroupement forcés, bombardements, tortures. Le massacre de Wiriamu en 1972, où plusieurs centaines de civils sont tués, symbolise la violence coloniale.
On estime que des dizaines de milliers de Mozambiquais périssent durant le conflit. Le Cap-Vert, en revanche, ne connaît pas de guerre armée sur son territoire. Son destin est lié à celui de la Guinée-Bissau par le PAIGC fondé par Amilcar Cabral. Cabral y développe une pensée révolutionnaire fondée sur la conscience politique, l'unité nationale et la libération culturelle. La guerre menée en Guinée-Bissau est l'une des plus efficaces contre le Portugal, infligeant de lourdes pertes à l'armée coloniale et rendant la domination intenable. Ces conflits africains deviennent un poids insupportable pour le Portugal. Plus de 200 000 soldats mobilisés, une économie affaiblie et une société militarisée. La guerre dure plus de 13 ans, causant la mort de dizaines de milliers d'Africains et de plusieurs milliers de soldats portugais. La situation bouscule avec la révolution des œillets en avril 1974, menée par des jeunes officiers portugais opposés à la guerre coloniale. Le nouveau régime reconnaît rapidement le droit à l'indépendance. En 1975, l'Angola, le Mozambique et le Cap-Vert deviennent indépendants. Toutefois, en Angola et au Mozambique, l'indépendance débouche sur de longues guerres civiles, nourries par les divisions internes et les ingérences étrangères de la guerre froide. Ces guerres d'indépendance restent parmi les plus longues, violentes et du continent africain. Elles ont forgé des États souverains, mais au prix de traumatismes humains profonds dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Au moment où ces pays arrachaient leurs indépendances, en Afrique de l'Ouest, les États sont indépendants depuis plus de 20 ans. Quel est le bilan? Dans les années 1970 et 80, le continent africain est frappé de plein fouet par ce que l'on a coutume d'appeler la crise de la dette. S'étant vu proposer des prêts massifs dans les premières années de leurs indépendances et notamment après le premier choc pétrolier de 1976, nombre de ces pays se voient contraints par leurs créanciers de réformer drastiquement leur système économique pour se mettre en capacité de rembourser leurs dettes. Les uns après les autres, les gouvernements africains doivent mettre en œuvre des plans d'ajustement structurel PASS concoctés pour eux par les institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI. Et donc, il est question de déléguer à ces organismes internationaux et aux pays qui les contrôlent l'expertise et la validation de ces réformes. L'Afrique, dans les années 80, devient le continent des plans économiques. Alors qu'aucun pays, ou presque, n'a réussi à échapper au système de prédation néocoloniale dans les années 1960 et 70, le continent devient le laboratoire du néolibéralisme, considéré par certains observateurs comme une nouvelle forme de colonisation. Les programmes d'ajustement structurel qui cherchent à rationaliser les systèmes économiques et institutionnels des pays qui y sont soumis obligent en effet ces derniers à renforcer leur intégration dans le système économique mondial capitaliste, à réduire drastiquement les dépenses publiques et à privatiser nombre d'équipements stratégiques et à ouvrir leurs marchés nationaux à la concurrence et aux investisseurs étrangers. Mais bien sûr, tout n'est pas de la faute des vilaines institutions mondiales. En prêtant aux chefs africains corrompus, ils savent très bien qu'une partie de l'argent sera détournée et utilisée à des fins personnelles. C'est dans ce contexte que Thomas Sankara, jeune militaire âgé de 34 ans, prend le pouvoir en Haute-Volta. C'est après un coup d'État qu'il rebaptise le pays Burkina Faso, pays des hommes intègres en langue moré et djoula. Il dote aussi le pays d'un nouveau drapeau avec deux bandes horizontales rouge et verte frappées de l'étoile révolutionnaire, héritier de la tradition panafricaine progressiste portée successivement dans la période précédente par Nkrumah, Fanon, Cabral ou Nyerere. Héritier d'un certain Che Guevara, il remet en cause avec une fougue et une lucidité étonnante les mécanismes économiques, politiques et culturels qui empêchent les peuples africains de sortir de la dépendance dans laquelle ils se débattent depuis que leurs pays sont considérés comme indépendants. À une époque où les pays africains sont gangrenés par la corruption et que leurs dirigeants multiplient les dépenses de prestige, Sankara décide d'en finir avec le luxe ostentatoire et les privilèges matériels liés aux fonctions publiques et politiques. Dans tout le pays, des comités de défense et de révolution sont créés. Ils organisent des débats politiques tandis que des structures agricoles, commerciales et économiques sont créées au sein de la population. La révolution sankariste invite ainsi les Burkinabés au patriotisme économique. Le mot d'ordre nationaliste de l'Afrique aux Africains se décline alors dans la sphère économique et dans une optique anti-impérialiste. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Consommer burkinabé devient un acte de résistance qui permet de développer l'agriculture locale et de réduire les crédits ou l'aide liée aux importations. En encourageant le port de tissus traditionnels, le Faso d'Anfani
la révolution permet à des milliers de femmes de trouver une activité professionnelle dans le tissage. Sankara est à l'initiative d'une grande révolution agraire. À cette époque, le budget dépend à peu près à 40% des aides de la France. Donc l'objectif est forcément l'autosuffisance alimentaire de façon à ne plus dépendre des aides extérieures qui, selon son expression, installent dans nos esprits des réflexes de mendiants. Outre une importante réforme agraire, des campagnes multiples allant de la diffusion de techniques de défrichage épargnant les arbres à l'enseignement des techniques de conservation de sol et la maîtrise des cultures pluviales sont lancées. Alors qu'il importe encore 220 000 tonnes de céréales en 1984, le pays atteint en 2 ans plus tard son objectif de 2 repas et de 2 litres d'eau par jour par personne. Quelques années plus tard, Jean Ziegler, ex-rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies, décrira les réformes de Sankara comme un grand succès. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina en 4 ans est devenu alimentairement autosuffisant. S'accompagne à ça des campagnes de grande vaccination. Quand on dit révolution, on pense au peuple pauvre, exténué, qui se soulève et qui grogne. Mais généralement, les élites demeurent à l'aise, pendant que c'est au peuple de faire les efforts de guerre. Alors que normalement, ce sont les élites qui doivent montrer la marche à suivre. Mais vous vous imaginez bien qu'avec Sankara, il n'y a pas de ça. Espérons que ceux qui se revendiquent de lui appliquent la même chose. Déjà, plus de voitures de luxe, plus de voyages en classe affaires et baisse des salaires. Et tout ça sans compter son engagement écologiste, féministe, enfin, tout ce que vous voulez. Malheureusement, après avoir dénoncé la dette coloniale, appelé ses homologues à se joindre à lui, chose qu'ils n'ont pas faite, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Il finit assassiné avec la complicité de la France et de Blaise Compaoré, qui dirigera le pays avant de s'exiler en Côte d'Ivoire. Qui parle de Côte d'Ivoire parle de côte, et qui dit côte dit Afrique du Sud. Ce n'est pas grand-chose à voir, mais il fallait une transition. Le cas sud-africain est vraiment un filènement amusant et surprenant. Il est question de blancs qui s'installent sur un territoire de noirs et de d'autres blancs qui font la guerre au premier groupe de blancs pour ce même territoire de noirs. Au commencement, fut de nombreux grands groupes. On peut citer les Bushmen ou SAD, ayant une société matrilinéaire, les Khoi ou Otnentos, dont est tiré les Khoisan et un peu plus tard les Bantous. Mais au XVe siècle, les Néerlandais sont les premiers colons à franchir le cap de Bonne-Espérance. C'est à partir de 1952 que la colonisation du pays débute avec l'établissement d'une escale néerlandaise par la Compagnie des Indes orientales Cap, sous la direction de Jean van Riebeeck. Initialement destinée au ravitaillement, cette colonie s'est étendue, entraînant la soumission des populations locales Khoisan et l'importation d'esclaves. Les Boers, colons d'origine néerlandaise, allemande et française, se sont heurtés aux populations bantoues. À peine un siècle plus tard, les Britanniques débarquent, prennent le cap de Bonne-Espérance aux mains des Boers et déclenchent le Grand Trek, qui est une migration de plusieurs milliers de Boers à l'intérieur des terres après avoir été chassés par les colons britanniques. C'est littéralement le colon qui se fait coloniser. À partir des années 1930, les Boers fondent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, bien sûr après avoir massacré de nombreux peuples comme les Zoulous. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de nombreux gisements sont découverts. La suite se laisse deviner. Montrer des ressources à des colons, c'est présenter des bananes à des singes. Les royaumes africains se tapent dessus. Ils se tapent contre les Britanniques et les Boers, et les deux colons se tapent dessus lors de 2 guerres. Finalement, les British gagnent. Des camps de concentration sont créés et la création de l'Union sud-africaine et l'apartheid, et voilà. Et c'est dans ce contexte que l'histoire convoque un certain Nelson Mandela. La lutte contre l'apartheid est principalement menée par l'African National Congress, ANC, avec Nelson Mandela et Steve Biko. Fondée en 1912, l'ANC cherche d'abord à obtenir l'égalité des droits par des moyens légaux et pacifiques. L'instauration officielle de l'apartheid en 1948 radicalise la résistance, les populations noires étant privées de droits politiques, de terres et de citoyenneté. Dans les années 1950, l'ANC organise des campagnes de désobéissance civile et voit émerger de nouvelles générations de dirigeants. En 1960, intervient le massacre de Sharpeville, au cours duquel 69 manifestants pacifiques sont tués par la police, marquant un tournant décisif. L'ANC est interdit et contraint à la clandestinité. Mandela participe alors à la création d'Umkhonto we Sizwe, une branche armée de l'ANC qui mène une lutte ciblée contre les infrastructures du régime sans viser les civils. Arrêté en 1962, Mandela est condamné à vie lors du procès de Rivonia en 1964
devenant un symbole international de la résistance et de l'oppression raciale. Dans les années 1970, la lutte se renouvelle avec l'émergence de Steve Biko, fondateur du Black Consciousness, mouvement qui met l'accent sur la libération psychologique et la réaffirmation de la dignité noire. Son discours influence profondément la jeunesse et nourrit les soulèvements, notamment les émeutes de Soweto en 1976 contre l'éducation raciale imposée. La répression est violente et fait des centaines de morts. En 1977, la mort de Steve Biko sous la torture policière choque l'opinion mondiale et renforce l'isolement international du régime sud-africain. Durant les années 1980, l'ANC, depuis l'exil, intensifie la lutte armée et diplomatique, tandis que les mouvements internes rendent le pays de plus en plus ingouvernable. Sous les pressions conjuguées des sanctions internationales et les résistances internes, le pouvoir blanc engage des réformes. En 1990, le président Frédéric William de Klerk légalise l'ANC et libère Nelson Mandela après 27 ans de prison. Les négociations aboutissent à l'organisation des premières élections multiraciales en 1994, remportées par l'ANC, et à l'élection de Mandela à la présidence, marquant la fin officielle de l'apartheid. Kadhafi est un jeune officier quand il arrive au pouvoir par un coup d'État. La force principale de Kadhafi et de son gouvernement réside dans le contrôle des importantes ressources pétrolières libyennes qui lui permet de financer régimes alliés, projets sociaux et initiatives panafricaines à travers le continent. En termes de révolution sociale sous Kadhafi, c'est accès gratuit à l'éducation et à la santé pour toute la population, lutte contre l'analphabétisme, scolarisation massive, y compris des filles, promotion officielle de l'égalité homme-femme à travers l'éducation, le travail et les droits civiques, et aussi la nationalisation du pétrole et la redistribution de la rente au profit de l'État social. Kadhafi, c'est encore le logement considéré comme un droit, programme massif de logement public, limitation de la propriété locative. Pour eux, la maison appartient à celui qui l'habite. Et enfin, la suppression ou la forte réduction des écarts de revenus. Sa diplomatie active, souvent accusée de déstabilisation et de chantage économique par les puissances occidentales, s'intensifie après l'embargo imposé à la Libye dans les années 90. Kadhafi renforce alors ses liens avec l'Afrique subsaharienne, investit massivement et fait de la Libye un pôle d'attraction pour les travailleurs migrants africains. Dans les années 1990 et 2000, il multiplie les projets symboliques et structurants. Le financement du satellite africain Rascom en est l'exemple le plus probant. Ça peut paraître anodin de parler comme ça d'un satellite, mais Rascom à l'époque, c'est une révolution technique africaine, mais surtout financière. Avant, les leaders européens avaient le monopole sur le marché de la télécommunication, fixant des prix complètement démesurés en plus d'un impôt annuel de 500 millions d'euros à payer par les États africains. Et donc, quand Kadhafi finance le satellite, c'est un énorme doigt d'honneur aux compagnies occidentales qui sont forcées de baisser leurs prix. Même si les prix pratiqués en Afrique actuellement demeurent jusqu'à présent supérieurs à la norme. Mais bon, Orange finance rien pour paraître cool. Bref, Kadhafi soutient aussi la réécriture de l'histoire générale de l'Afrique, la création d'Ifriqiya Airways, le paiement de cotisations africaines impayées et la promotion d'infrastructures financières africaines, la Banque centrale et le Fonds monétaire africain. Ces initiatives visent à réduire la dépendance du continent envers les institutions de Bretton Woods et à remettre en cause les héritages coloniaux comme le franc CFA. Cette ambition culmine au sommet de Citre en 1999 où Kadhafi impulse la transformation de l'OUA en Union africaine. S'il plaide pour l'abolition des frontières et la fin de l'État-nation, les dirigeants africains optent pour une organisation plus modérée. L'Union africaine, officiellement créée en 2002 à Durban, adopte une structure institutionnelle lourde mais conserve la logique intergouvernementale. Le pouvoir reste concentré entre les mains des chefs d'État, tandis que le Parlement panafricain et les autres organes demeurent consultatifs. Mais bon, nous parlerons sûrement de cette organisation dans une prochaine vidéo. Aussi, vous l'aurez bien compris, Kadhafi n'était pas non plus un ange. Il avait ses dérives autoritaires, comme littéralement toutes les figures citées dans cette vidéo. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons essayé au maximum de dépeindre les mouvements africains et panafricains depuis leur naissance et dans différents endroits du globe, de sorte à avoir une vision complète et idéologique de la chose. Bien sûr, nous avons dû faire des concessions, des omissions. On aurait pu parler de Nyerere, des pays comme le Brésil, de leur diaspora, même du Cheikh Anta Diop, qui est actuellement le père spirituel de nombreux jeunes Africains. Mais nous ne voulions pas rendre la vidéo plus longue.
Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Merci.